Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Repères de mémoire. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale et par la suite, durant toute la seconde moitié du 20e siècle, Drummondville connaîtra un développement considérable qui l'amènera à changer totalement sa structure industrielle. Malheureusement, cela n'ira pas toujours de façon facile et sans heurts. Effectivement, autour des années 1970, on connaîtra une profonde déprime de laquelle on ne semblera pas être capable de sortir. Mais heureusement, à partir de 1980, les gens du milieu prendront en main les destinées de la ville et, par le fait même, son évolution. Et de 1980 à nos jours, eh bien, Drummondville connaîtra un fabuleux développement. On le devine, c'est finalement une histoire assez intéressante que nous allons maintenant vous raconter. Et nous n'oublierons pas en cours de route de vous présenter la chronique de Brenda-Lie Leblanc. Elle est marquée, cette période, de façon générale, par des annexions de territoire. Il y aura en succession, à partir des années 1955, ce seront Saint-Joseph et Saint-Jean-Baptiste qui s'annexeront à Drummondville. Par la suite, il y aura Grantham-Ouest en 1961, c'est-à-dire une partie de Grantham-Ouest, une première partie. Il y aura Drummondville-Ouest en 1966 qui viendra rejoindre le groupe et la seconde partie de Grantham-Ouest en 1975. Quant au village Saint-Simon qui va devenir Drummondville-Sud en 1963, eh bien, ce village, cette ville, Drummondville-Sud, va s'annexer à Drummondville le 1er janvier 1982. Il y avait eu des projets d'annexion antérieurement, entre autres celui du maire Michaud, un maire qui est passé très rapidement comme une étoile filante ici dans l'univers drummondvillois, et qui s'était fait connaître par des idées qui, à l'époque, ont suscité bien des réactions. Le maire Michaud a prôné l'annexion d'un territoire pratiquement aussi vaste que celui qu'on connaît actuellement, et ça en 1954, il fallait le faire. En fait, il serait bien illusoire de penser faire tout le tour de cette partie du 20e siècle, c'est-à-dire des années 1950 à 1999, si on veut, faire le tour de ces années-là et de tout dire ce qui s'est passé. On ne sera évidemment pas capable de faire ça à l'intérieur de l'émission. Cependant, on peut aller rechercher, c'est d'ailleurs, vous le savez, la thématique même de l'émission, aller chercher des repères. Des repères qu'on peut établir de façon plus ou moins arbitraire, mais qui quand même ont leur raison d'être, où on pourrait dire que cette période est divisée en 3 temps, c'est-à-dire une période qui va de 1950 à 1965, ensuite de 1965 à 1980, et finalement de 1980 à nos jours. De 1950 à 1965, de fait, c'est qu'on n'avait pas vu venir ce qui était en train de se produire. C'est-à-dire que, l'industrie textile, on avait tenu pour acquis que ça irait tout le temps. Or, à partir des années 1950-55, là, ça périclite et dangereusement. En 1950, Drummondville est la 3e ville industrielle en termes du nombre d'emplois manufacturiers au Québec. La 3e après Montréal et Québec. Je dirais qu'elle est au fait de sa gloire là, sur le plan industriel, sur le plan du développement économique. Mais le début des années 50 aussi, c'est vraiment là, c'est catastrophique pour toute l'entreprise, pour tout le domaine du textile. Et comme à l'époque, 80% de la main-d'œuvre ouvrière était affectée à des emplois dans le textile, donc là, c'est là que vraiment, je pense que les problèmes s'engagent. C'est au début plutôt des années 50. On s'en aperçoit pas tout de suite, là, parce que quand même, l'économie, ça roulait tellement bien. Alors, je dirais probablement que c'est vers 1955, et puis là ça allait toujours de mal en pis. Donc, c'est aussi l'époque où on n'a pas beaucoup de ressources pour essayer de
de diversifier, parce que je pense bien qu'ils avaient déjà réalisé que s'ils n'arrivaient pas à diversifier la structure industrielle, c'est à peine perdu. Alors, mais on n'a pas beaucoup de ressources, hein, on n'a pas de commissaire industriel, ça dépend de la bonne volonté, bien souvent, du maire, qui est là, lui, à temps partiel. Il a déjà aussi souvent sa propre entreprise ou son emploi. Alors, c'est comme ça, je pense que ça a traîné peut-être assez longtemps, vraiment, avant qu'on mette des ressources qui puissent vraiment changer le portrait de la structure industrielle. Madame Allard nous a déjà rappelé d'ailleurs que n'ayant pas de commissariat industriel, Drummondville ne savait pas trop où aller et tout ça n'a reposé pendant cette période-là que sur les épaules d'un seul homme, un M. George Haggerty. De 1950 à 1965, en fait, on va connaître de nombreuses entreprises qui arrivent à Drummondville, mais bon, certaines vont rester, mais bon nombre ne font que aller et venir, ou venir et aller selon le point de vue où on se place. Et disons que les initiatives au niveau industriel ne connaîtront pas le succès escompté. En 1962, il y aura une grève d'ailleurs à la Célanise, une grève qui va durer 7 semaines et qui mettra 1700 employés à la rue littéralement. Drummondville connaîtra une extension au point de vue industriel justement à partir du moment où on s'avisera de l'intérêt qu'il y a d'avoir des terrains. Et c'est là que Drummondville a commencé à acheter des terrains dans les années 1955 pour créer le premier parc industriel. Et ce sera aussi l'annexion de Grantham-Ouest, en conséquence, une partie de Grantham-Ouest en 1961. Et on créera un second parc industriel en 1976. Un parc industriel qui va bientôt devenir parc industriel régional même. Ce qui caractérise également cette période 1950-1965, c'est la mise en place d'infrastructures routières très importantes. Si l'on regarde ça de façon chronologique, on s'aperçoit qu'en 1957, un pont sur la route 9, traversant la rivière Saint-François, sera ouvert. On débutera la construction et il sera ouvert une année plus tard, en 1958. Il y aura également ce qu'on a appelé le trèfle qui va être construit, cet échangeur, et qui était le premier du genre au Québec, semble-t-il, et qui va être situé là où existait auparavant ce qu'on appelait la courbe de la mort, c'est-à-dire que quand on venait de Montréal ou de Saint-Hyacinthe et qu'on entrait à Drummondville, c'était un virage à 90 degrés, et les accidents ont été nombreux, les morts également. Il y a eu, à partir de 1959-60, les travaux sur le boulevard Saint-Joseph, c'est-à-dire qu'on va élargir à 90 pieds entre justement le trèfle et le viaduc qu'on aura construit sous les voies du Canadien national. Il y aura aussi le pavage de ce boulevard au cours des années 1961 entre la Célanise et l'église Saint-Philippe. Et à l'automne 61, ce sera les débuts des travaux de la Transcanadienne qui, évidemment, vont durer de 1961 à 1964-65 et qui vont permettre, bien sûr, à tout le monde de pavoiser dès les années 1964 parce que là, désormais, on peut aller à Montréal sur une voie double. Il y a eu le projet des chutes Spicer qui était toujours en vigueur, semble-t-il, ou du moins on le disait, et qui revenait sur le tapis, mais ce ne sera pas pour longtemps. Effectivement, dès l'année suivante, en fait, dès 1967, on dira, ben non, finalement, il n'y a pas suffisamment de force hydraulique sur ces rapides pour faire quelque chose de valable. Or, il y a même un journaliste à ce moment-là qui a eu l'idée, ou en tout cas qui a pensé, pourquoi ne ferait-on pas de la centrale Hériot actuelle une centrale nucléaire? Je vous laisse à penser de ce que ce serait si ça avait été fait. L'aéroport sera toujours aussi dans le décor, et c'est en 1963 qu'on fera une inauguration de l'aéroport municipal à Saint-Nicéphore. Parlant d'aéroport, il y a eu, en 1968, toute l'aventure du désir de Drummondville de porter sa candidature pour l'obtention de l'aéroport international. En 1968-69, il y a eu tout un battage publicitaire, il y a eu tous des efforts conjugués pour y parvenir, mais finalement, bon, c'est que l'aéroport se retrouvera à Mirabel. Ce seront aussi les débuts des travaux sur l'autoroute 51, comme on l'appelait à l'époque, en 1971. Il y a des projets de stationnement, des stationnements sur la rue Riot, entre autres.
En fait, en 1973, on le fera, le stationnement derrière les magasins de Ruriot, mais on était passé par toutes sortes de projets antérieurement. C'est-à-dire qu'en 1961, il était même question d'un énorme, pour Drummondville, parking étagé de 4 à 5 étages avec des commerces au rez-de-chaussée. Ce projet-là, inutile de le dire, il n'a jamais vu le jour. Il y aura le pont de la Traverse au bout de la rue Saint-Georges qu'on aura élargi pour ce faire et qui sera en opération à partir de 1976. Je parlais en introduction de cette profonde déprime qui va marquer Drummondville, en fait, autour des années 1970. C'est effectivement les années 70 à 80 vont être celles qui vont être les plus pénibles, les plus difficiles à passer pour les Drummondvillois. C'est là que va intervenir ce qu'on pourrait appeler ici une crise économique importante à Drummondville. Crise économique qui est due au contexte plus général de l'économie mondiale finalement, mais crise économique qui va ici se poser avec beaucoup d'acuité. Les statistiques nous montrent que pour les salaires, c'est-à-dire que dans les villes semblables du Québec, Drummondville a une moyenne de 69 $ par semaine de salaire, alors que Chicoutimi, par exemple, a 105 $ par semaine de salaire. Il y aura des campagnes de promotion, toutes sortes de mesures qu'on mettra en branle. On va rechercher un slogan pour faire connaître Drummondville, mais bon, ça ne semble pas avoir connu des suites heureuses. En 1973-74, Drummondville bat tous les records non enviables, si on veut. Elle sera 95e sur 100 au Canada pour les villes de son importance. Et il y a même un journaliste ici de La Parole qui parlera de Drummondville comme étant les maritimes du Québec. Il y aura un lock-out puis une grève à la Célanise. Et cette grève va être une grève très dure, c'est-à-dire où, semble-t-il, c'est la première fois que la sûreté, les policiers vont employer les gaz maze, c'est-à-dire les gaz paralysants. De sorte que les gens vont entrer pendant cette période de crise dans une profonde déprime. Déprime qui est occasionnée entre autres par les colibets de toutes sortes que l'on reçoit, qui viennent entre autres de la revue Crow, cette revue satirique qui est tombée à bras raccourcis sur Drummondville pendant plusieurs années, et également par la revue L'Actualité qui publiera en 1977 un reportage très défavorable à Drummondville. Cette profonde déprime, d'ailleurs, est alimentée par toutes sortes d'événements un peu curieux. Entre autres choses, le stade du centre-ville va partir au vent, en partie en tout cas, et sera démoli en 1979, ce qui n'est pas pour faire plaisir à bien des gens. En 1979, il y aura une question qui sera omniprésente à Drummondville, c'est-à-dire cette question de l'éventuelle démolition de la gare du Canadien-Pacifique pour permettre à la rue des Forges de joindre les rues Lindsay et boulevard Saint-Joseph. Or, cette démolition va tenir l'actualité pendant toute l'année 1979 et finalement, contre toute attente, après des audiences qui vont être tenues pour en discuter, contre toute attente et brusquement, la ville de Drummondville décidera en 1980, en février 80, de démolir, certains auront dit sauvagement dans le fond, mais bon, je vous laisse l'apprécier, de démolir cette gare. Nous sommes rendus aux années 1980 à nos jours, mais comme nous venons de parler de questions patrimoniales, eh bien, je pense que l'instant est tout indiqué pour insérer la chronique de Brenda-Lee Leblanc. Bonjour. À la meilleure histoire, c'est la vôtre cette semaine, les bonnes conditions de conservation. Alors, on a fait notre inventaire, on a fait notre enquête orale et notre recherche historique. Maintenant, nous devons nous assurer de la bonne conservation de nos objets familiaux. Premièrement, la manipulation. Pour manipuler ces objets, il est important de faire attention à nos mains.
Vous savez que nos mains contiennent des sels, des graisses et de l'eau. Alors, lorsqu'on manipule nos objets patrimoniaux, on transmet cela aux surfaces touchées. Les graisses dans nos mains altèrent les tissus et les papiers, et les métaux sont altérés par l'eau et le sel. Il est aussi très important de retirer vos bijoux quand vous manipulez des objets. Lorsqu'on souhaite déplacer ces objets, il est important de vérifier, voir s'il y a des zones affaiblies sur les objets. En exemple, pour une tasse, il est toujours préférable d'examiner l'anse et de voir si c'est affaibli. Alors bien sûr, on ne transporte pas par l'anse, par le dessous. Maintenant, le rangement de nos objets de patrimoine. S'il vous plaît, ne pas ranger vos objets dans les caves et les greniers. Ces endroits sont humides et subissent des variations de température qui peuvent parfois être extrêmes. Un autre point pour la bonne conservation de nos objets, il est très important de faire attention à leur exposition à la lumière, ce qui peut les décolorer. Pour conserver les objets maintenant, on suggère de ranger le tout dans des boîtes de carton ou des contenants en polypropylène et d'emballer les objets avant de les déposer dans les boîtes ou dans les contenants en polypropylène. Vous pouvez emballer vos objets dans du papier de soie, dans du papier sans acide ou dans du coton écru. À la prochaine chronique, nous verrons d'autres bonnes conditions de conservation. L'année 1980 ou les années 1980 marquent un tournant dans l'histoire de Drummondville et c'est là qu'on va reprendre vraiment du poil de la bête, comme diraient les journalistes sportifs. Cette période a été analysée par Guy Gauthier, un économiste géographe, et M. Gauthier est capable vraiment de nous en parler d'abondance. Dans les années 80, un groupe de personnes a commencé à penser à mettre en place un sommet qui réunirait l'ensemble des différents intervenants de la région pour savoir comment Drummondville devrait se reprendre en main pour connaître un développement. Et depuis ce temps, on peut dire que le succès a été assuré puisque régulièrement, année après année, Drummondville réussit à créer de nombreux emplois industriels. Il faut se rappeler que traditionnellement, Drummondville s'est développé à partir de l'emploi industriel. Parce que, contrairement à des villes comme celle de Sherbrooke ou encore Trois-Rivières, on n'a jamais été une capitale administrative et du coup, on n'a pas pu bénéficier des emplois souvent bien payés et en même temps qui permettaient, disons, aux décideurs qui étaient en place, d'apporter peut-être davantage de retombées à la localité. Puis en même temps, on n'a pas eu d'université, on n'en aura probablement jamais non plus. Ce qui fait qu'il fallait continuer à se développer à partir du secteur industriel qui était vraiment le moteur de la région. Donc, dans un premier temps, on peut se poser la question suivante. Comment se fait-il que Drummondville, une ville qui, à peu près 20 ans, était considérée, je ne parlerai pas de l'article de l'actualité qui disait une ville à l'agonie, comment ça se fait qu'aujourd'hui, surtout peut-être depuis les années 90-95, on est reconnu au Québec comme un centre fortement dynamique? Alors, personnellement, j'y vois en gros peut-être quatre principales raisons. La première, c'est que Drummondville, comme je le mentionnais précédemment, dans les années 80-82, a décidé de se prendre en main, la collectivité régionale notamment, et elle a mis en place un sommet économique qui regroupait peut-être une vingtaine d'intervenants d'autant de secteurs différents. Et suite à ça, il y a eu, je dirais, la dynamisation du commissariat industriel, la Société de développement économique, qui est devenue passablement, je dirais, efficace, notamment grâce à un investissement qui est quand même de plusieurs millions de dollars par année. Alors, ce qui fait que cette société de développement a été à l'affût de différents avantages que Drummondville pourrait
je dirais, avoir en allant chercher différentes entreprises. Donc, puis en même temps, cette société, encore une fois très dynamique, bien, a mis en place toutes sortes de projets pour supporter le développement économique et particulièrement industriel local. Puis aussi, parce qu'on pourrait toujours se dire comment ça se fait que des villes, par exemple, ou des lieux comme celle ceux du lac Saint-Jean ou encore Sorel ou d'autres connaissent, ou Trois-Rivières, connaissent des difficultés alors que Drummondville va relativement bien de ce temps-ci. Un des facteurs, c'est sûrement l'affirmation d'un entrepreneurship local et régional passablement fort. On entend parler souvent que c'est en Beauce que ça se passe, mais de plus en plus de personnes dans la communauté québécoise voient Drummondville comme un lieu où l'entrepreneurship régional est très fort. Alors, comment expliquer ça? Bien, c'est certain qu'il faut retourner un petit peu dans l'histoire. Alors, comme on le sait, Drummondville a été pendant très longtemps une ville où l'industrie du textile dominait. Et on sait que l'industrie du textile ne verse pas nécessairement des salaires très élevés. Par conséquent, les travailleurs qui voulaient améliorer leur sort ne pouvaient pas espérer aller dans une entreprise qui offrirait des salaires très élevés, comme c'était le cas, par exemple, à Asbestos ou encore à Sorel ou à Trois-Rivières, où les écarts de salaire à l'intérieur de la région étaient pas seulement élevés. Alors, si quelqu'un voulait demeurer à Drummondville et qu'il voulait améliorer son sort, bien, il lui restait peut-être à penser à créer son entreprise. Est-ce que ce serait là l'origine notamment de l'entrepreneurship régional? Je pense qu'on peut y voir une cause de cette situation. Puis également, est-ce que la localisation de Drummondville jouerait en sa faveur actuellement? Comme on le voit à travers les différents médias, année après année, depuis peut-être 4 ou 5 ans, Drummondville réussit à créer, et la région entre autres, réussit à créer au-delà de 1000 emplois industriels par année. Il faut quand même le faire. Alors, comment expliquer que cette situation-là, on parlait tantôt de la grande diversité des entreprises industrielles de Drummondville, mais il faut peut-être y voir un avantage que Drummondville aurait compte tenu de sa localisation. Alors, je pense que tout le monde le sait. On est relativement bien situé entre Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke. Alors, probablement qu'au plan industriel, ceci nous avantage. M. Gauthier a mentionné qu'il y a eu la création de la Société de développement économique au milieu des années 1980. Eh bien, cette société, la SDED, va opérer de petits miracles dans tout le domaine industriel et économique à Drummondville. M. Martin Dupont, qui en est actuellement son directeur général, peut nous renseigner là-dessus. Bien, le développement économique des villes, il y a eu plusieurs départements d'initiatives de développement économique qui ont été créés au Québec. Drummondville a créé le sien au début en 1986. Avant ça, c'était la Commission de développement économique, mais depuis 1986, la Société de développement économique de Drummondville a ses statuts, a toujours eu pour mission de promouvoir et de développer et de créer des conditions favorables au développement économique. Depuis le début des années 90, la Société de développement économique s'est beaucoup transformée. Elle a mis sur pied, en collaboration avec la ville de Drummondville, des outils de développement innovateurs. L'incubateur industriel en est un. Le carrefour de la nouvelle économie que nous sommes en train de construire près de l'autoroute 20 est une autre belle initiative de la Société de développement. Mais aussi la prospection industrielle que la SDED a réalisée au cours des dernières années, je pense qu'elle est digne de mention à l'échelle du Québec et en collaboration avec la ville de Drummondville, naturellement. Donc, l'agrandissement du parc industriel régional, depuis 1988, il s'est vendu tout près de 250 terrains industriels par le biais de la Société de développement économique avec laquelle la ville a procédé à la vente des terrains. Donc, je pense que depuis 1990, là, il s'est passé beaucoup de choses à l'intérieur de la Société de développement économique qui se transforment à chaque année pour avoir des mandats de développement qui lui sont confiés peut-être plus précis. En 1988, nous avions 256 entreprises manufacturières. Aujourd'hui, nous en avons 500.
Donc, il y a eu une très forte progression. Nous sommes passés de tout près de 8 000 emplois industriels à 15 000 aujourd'hui. C'est un sommet jamais inégalé à Drummondville. Et ces emplois industriels sont répartis en 10 secteurs d'activité. Présentement au Québec, Drummondville est parmi la courte liste des villes du Québec. Et je vous dirais courte liste parmi les 5 à 6 villes du Québec qui connaissent la plus forte croissance industrielle. Et ça, c'est pas rien. Il y a quelques années, il y a 3 ans, 4 ans, il y a une statistique qui est sortie comme quoi qu'on était la 3e ville au Québec qui recevait le plus grand nombre d'investissements industriels. Donc, c'est un palmarès très intéressant pour l'ensemble des Drummondvillois. Et on a à être fiers de cela parce que le succès attire le succès. Donc, plus Drummondville est perçu comme étant une région dynamique et une région où il se passe des choses du côté industriel, bien, plus le développement résidentiel et le développement commercial va s'accentuer. D'ailleurs, dans la région centre du Québec, la région de Drummondville est la seule région actuellement qui a une migration positive de population, c'est-à-dire que la population augmente. S'il s'est passé des choses à Drummondville, c'est parce que les gens de Drummondville ont réalisé des projets, ils se sont pris en main, ils n'ont pas attendu après les emplois de l'État, par exemple, pour se développer. Drummondville s'est développé et on l'a vu il y a quelques années, les gouvernements fédéral et provincial ont beaucoup réduit les employés de l'État dans certaines villes du Québec. Les villes où il y avait une forte concentration ont ressenti un ralentissement économique. Ce n'était pas le cas de Drummondville. Drummondville connaît son succès économique par ses entreprises privées, par l'entrepreneurship drummondvillois qu'on a chez nous en nos murs. Et naturellement, ça met la ville en bonne position stratégique pour gagner à différents niveaux. À l'évidence, tous les éléments sont là pour nous prouver que Drummondville, dans la dernière partie du 20e siècle, a connu un développement considérable. Et cela, on a apporté plusieurs raisons, mais il y en a une, on l'aura remarqué, qui revient constamment comme un leitmotiv, c'est-à-dire c'est le moment où les gens ont décidé de se prendre en main, qui semble être le point tournant de toute cette belle histoire qui se termine finalement assez bien jusqu'à maintenant. À la prochaine émission, nous allons regarder ce qui, parallèlement à cette période d'industrialisation, comme on vient de parler, parallèlement à cette période, donc, ce qui s'est passé au domaine commercial et en fait dans tout le secteur tertiaire. Alors, c'est un rendez-vous.